Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en live pour un nouveau résumé de l'actualité hardware et tech de la semaine, le tout en 1h30, 2h. J'espère que vous avez passé un bon lundi. Et oui, on continue les fast-pass, même les lundis où c'est férié. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et j'espère que vous avez passé un très bon week-end. On va, comme d'habitude, revenir sur l'actualité hardware et tech de la semaine sur overclocking.com. Vous pourrez du coup je pourrai répondre à vos questions, on pourra discuter un petit peu de l'actualité ensemble. Hello à ceux qui sont déjà là en tout cas, hello Arc-en-Ciel Phoenix, hello SkyLHT. Normalement, on a bien les définitions inférieures qui sont disponibles. Ça c'est Twitch, vu que la chaîne Twitch de overclocking.com n'est pas encore en partenaire malheureusement. Il n'y a pas systématiquement les définitions inférieures. Mais normalement maintenant c'est tout bon. Hello à ceux qui ont rejoint, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Au niveau de l'actualité, cette semaine on va avoir de quoi faire, puisque comme je disais sur Twitter, il y a pas mal d'actualités du côté de chez Intel, puisqu'ils ont lancé la 12e génération. Mais on a aussi de l'actualité du côté, un petit peu de refroidissement avec AlphaCool. On va parler un petit peu d'écran et d'alimentation, d'un site anglophone, parce que overclocking.com est passé en anglais aussi. On va avoir un gros morceau qui va être du côté de chez Intel. Vraiment, là en ce moment, le gros de l'actu est du côté de chez Intel. Donc on va parler assez longuement de ça au final. Le gros de l'actu est du côté d'Intel, mais AMD aussi, on va en parler un petit peu avec le 3D V-Cache, donc on a déjà évoqué assez régulièrement, puisque ça avait été annoncé au CES ou au Computex, je me souviens même plus. Il me semble que c'était le Computex en juin. Oui, c'est ça, c'était au Computex en juin dernier. On va parler un petit peu plus de serveurs et on terminera avec Nvidia qui semble arriver avec des produits qui sortent de nulle part. Merci du follow, Mr. Silverstars, et hello à ceux qui ont rejoint. Effectivement, follow la chaîne, vous n'hésitez pas à follow la chaîne pour ne pas rater les prochains streams, c'est gratuit. Et ça fait toujours très plaisir. Alors, écoutez, on va commencer tout de suite à aller dans le vif du sujet, puisque on va commencer, comme d'habitude, avec un petit échauffement, avec du refroidissement. Et on commence du côté de AlphaCool qui annonce des versions 280 et 420 mm de ces Iceberg Pro Aurora. On a déjà parlé de Arctic la semaine dernière, il me semble. Est-ce que c'était bien d'Arctic dont on avait parlé? Oui, c'était ça, c'était Arctic avec les Liquid Freezer 280 et 420 qui avaient été annoncés la semaine dernière. Et là, cette semaine, c'est du côté de chez Iceberg qu'on en a. Donc voilà, quelque chose de plutôt classique, c'est les icebergs. Je sais pas si on le voit bien sur les images, mais je sais pas si on le voit bien sur les images que c'est du semi all-in-one, donc c'est un peu la même base de travail que ce que AlphaCool fait pour Be Quiet. Donc c'est un semi all-in-one. On peut voir le système de détachement au niveau de la prise de détachement ici, qui permet du coup de séparer le câble en deux pour pouvoir agrandir la boucle et potentiellement refroidir la carte graphique en même temps sans avoir besoin de refaire entièrement le circuit. C'est avec système de branchement. Donc ça c'est un semi all-in-one au final, puisque il n'est pas totalement, c'est pas totalement scellé d'usine. Il faut le remplir au bout d'un certain temps, parce qu'il y a de l'eau il y a une partie du liquide qui va s'évaporer au fil du temps. Donc c'est quelque chose qui est plutôt recommandé si vous êtes un minimum familier avec le water cooling, parce que faire le remplissage c'est certes, il ne faut pas le faire tous les ans non plus, mais j'ai pas eu de retour sur le long terme de ces modèles en particulier. Mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête au moment de votre achat, du fait que ce soit pas totalement scellé comme les all-in-one Aztec ou Coolit. Merci beaucoup, Mr. Silverstar. Salut à toi. Tu disais vos articles sont top, continuez comme ça. Et ben, moi, je fais pas d'articles sur overclocking.com, mais j'espère qu'il y a des gens d'overclocking.com dans le chat qui pourront
apprécié. J'essaierai de leur passer le message, mais merci beaucoup. Merci beaucoup pour eux, pour les rédacteurs d'overclocking.com, puisque je vais pas m'attribuer ce que je n'ai pas fait. Hello Paul Haven, hello à ceux qui ont rejoint. On est à la phase d'échauffement de l'actualité, avec du water cooling du côté de chez AlphaCool. Enfin, des nouvelles déclinaisons, parce que c'est pas un nouveau water cooling, c'est une nouvelle déclinaison sur un modèle qui existe déjà. Après, sur le reste, du coup, bon, la pompe, c'est une DCLT2, donc c'est probablement la même que dans les autres déclinaisons. Pas de nouveauté à ce niveau-là. Donc en fait, le fait d'avoir des radiateurs en 280 et 420 mm, comme l'indique l'article, ça va effectivement être très intéressant si on a un processeur qui dégage énormément de chaleur. Hein. Pour une petite puce, pour le futur 12600K, ça n'aura pas forcément d'intérêt. Hello Big du Mac, hello à ceux qui ont rejoint. Donc en fait, au final, sur le refroidissement cette semaine, il n'y avait pas tant d'actu que ça. C'était surtout cette actu-là. Je vérifie que j'ai rien zappé quand même dans le... Il y a effectivement des nouveaux ventilos du côté de chez SharkDisc et SharkBlade, mais je connais pas cette marque, donc je pourrais pas vous dire ce que ça vaut. Parce que Sharkoon fait pas mal de produits dans tous les sens. Ça semble être des choses qui sont sourcées assez sans trop de modifications. Donc je sais pas trop ce que ça vaut les ventilos de chez Sharkoon, mais ils ont annoncé donc des ventilos RGB transparents, SharkDisc et SharkBlades en PWM. SharkBlades qui ressemble pas mal à ce que fait Cooler Master et ce que font un peu Corsair aussi. Enfin, les pattes de montage se ressemblent beaucoup à ce que fait Cooler Master surtout. Et là on a du coup du RGB, mais avec beaucoup de ventilos RGB on ça maintenant, avec du RGB côté avant et côté arrière, ce qui est plutôt intéressant. Hello Alios, hello à ceux qui ont rejoint. Pour la veine, tu disais misère, je suis en retard, je me suis mis devant mon PC il y a une demi-heure pour pas rater et je suis parvenu à rater. Ben, c'est pas grave, je viens seulement de démarrer, t'inquiète pas. Mais voilà, c'est cool d'être au taquet comme ça fait plaisir. Donc voilà, pour la partie refroidissement, pas d'énormes actualités cette semaine. On continue tranquillement notre échauffement avec la version anglaise de overclocking.com qui est désormais disponible. Alors ça va peut-être pas forcément vous servir parce que si vous lisez l'actualité en français, ça va pas être quelque chose de primordial pour vous. Mais si vous connaissez des gens qui sont anglophones principalement, bah, c'est l'occasion d'avoir quelque chose en anglais. Ou alors si vous voulez vous entraîner à l'anglais et essayer de lire l'actu en anglais plutôt qu'en français, ça peut être un très bon entraînement aussi. Donc n'hésitez pas si jamais. Ça a l'air déjà d'être plutôt complet par rapport aux articles français. J'ai pas eu le temps de regarder en détail, mais bon, il manque évidemment certains contenus. Genre là, il n'y a pas tous les tests, mais l'actualité semble être déjà traduite, donc c'est plutôt une bonne chose. Paul Haven, tu sais, j'étais absorbé sur Discord, le Discord magique, oui, Hardware Room évidemment, mais vous avez aussi le Discord d'overclocking.com, parce que je suis en train de faire ma pub pour mon Discord, mais dans la description du stream, vous avez aussi, hop là, le Discord évidemment d'overclocking.com, qui est là si jamais. Ça fait quelques temps que j'y étais pas d'ailleurs, mais le Discord d'overclocking.com avec plein de chans de qualité évidemment. Il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Il y a de quoi faire aussi, hein. Il y a de quoi faire. Vous pouvez, n'hésitez pas, parce que comme ça en dehors des streams, ça vous permet effectivement de venir discuter avec les gens de la commu. Ça peut être très sympathique, ou éventuellement poser vos questions en dehors des streams. Et être informé des streams aussi. Normalement il y a un chan les annonces qui fonctionne avec du coup les annonces pour les streams aussi. N'hésitez pas, c'est le meilleur moyen d'être informé des streams sur overclocking.com, le Discord ou alors la cloche sur Twitch, ça marche aussi très bien.
Mister Silverstar, tu disais, vu mon niveau en anglais, ça va être compliqué. Bah, c'est pas très grave. Heureusement, il y a la version francophone aussi d'overclocking.com. Mais comme dit, la version. J'ai déjà fermé l'onglet. Nice. La version anglaise, en vrai, si vous voulez vous entraîner un peu pour l'anglais, ça peut être vachement sympa. Utiliser Polyhaven au moins au moment où j'arrive, c'est The Weeknd qui passe, et ça c'est beau. Oui, on a toujours la playlist de qualité évidemment indispensable pour se maintenir réveillé aussi et pour se motiver, ça ne fait pas de mal. On continue du coup avec un petit peu d'écran. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas parlé d'écran parce que la semaine dernière il n'y avait pas d'actu sur les écrans. Donc c'est un peu la reprise de mon côté pour les actus sur les écrans avec AOC. AOC qui a des choses plutôt sympas côté écran. J'ai en tête toujours le 24G2U où ils ont un très très bon rapport qualité-prix. Seul inconvénient, c'est qu'ils avaient changé la dalle en cours de route, mais petite erreur, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, AOC a généralement des bons rapports qualité-prix, donc ça peut être intéressant de voir ce qu'ils annoncent. Et donc là, on a 3 modèles HG274QG, QXM et UXP, donc 3 écrans 27 pouces, avec des fréquences de rafraîchissement élevées. Donc clairement, le modèle qui m'a un petit peu qui me fait un peu de l'œil, c'est, même si j'ai pas besoin de changer mes écrans, mais bon, on regarde quand même, c'est le HG274 QXM avec une dalle IPS non incurvée. Déjà, dalle IPS, maintenant les dalles IPS modernes sont plutôt intéressantes. Du 1ms gris à gris, c'est pas du 1ms MPRT, donc déjà ça c'est intéressant. Et surtout de la 1440p à 170 Hz. Donc on retombe un peu sur ce que fait par exemple Gigabyte avec c'est le G27Q ou... Il y a le G27Q, mais le G27Q il est en 144 Hz. Donc du coup c'est peut-être le M27Q. À chaque fois j'ai un doute sur la référence. Ouais c'est ça, le M27Q. Qui lui est en 170 Hz, donc on est sur ce type d'écran avec de la dalle IPS moderne. Donc là, c'est AOC qui lance ça. Par contre, comparé à ce que fait Gigabyte, au niveau du rétroéclairage, c'est totalement différent, puisque on a un rétroéclairage avec des mini LED, ce qui devrait permettre d'éviter d'une part les fuites de rétroéclairage qu'on peut avoir avec le rétroéclairage par LED ou les LED sont sur le contour de l'écran, donc c'est plutôt intéressant. Pic de luminosité à 1000 nits, ce qui est beaucoup plus élevé que les écrans un peu plus moyen de gamme comme le Gigabyte, qui lui monte à 350 CD par mètre carré. Alors c'est pas des nits, mais il me semble que la correspondance se fait en 1 pour 1, mais j'ai un doute. Mais en tout cas, c'est un rétroéclairage beaucoup plus qualitatif sur ce que fait AOC. Et ils annoncent une colorimétrie précise. Il y a aussi du 240 Hz en 1440p. Alors, personnellement, pour avoir testé du 144 et du 240, je remarque pas trop un intérêt sur le 240 Hz, donc j'irai pas spécialement conseiller ce modèle-là. Et après, le troisième, c'est un écran avec de l'Ultra HD. Alors, l'Ultra HD sur un 27 pouces, je trouve ça un petit peu overkill. J'irais pas forcément conseiller de l'Ultra HD sur un 27 pouces. J'irais plutôt le conseiller sur un 32 pouces. Parce qu'après, en fait, à moins d'être vraiment collé à l'écran, on voit pas la différence. Et du coup, voilà. C'est pas forcément ce que j'aurais tendance à conseiller. Merci pour la ref, Mute. Du coup, ça m'est revenu. Mister Silverstar, tu disais j'utilise un 32 neuvième en 49 pouces et maintenant difficile de repasser sur un plus petit format. C'est vrai que des fois, moi le 49 pouces c'est pas trop mon délire, mais effectivement si ça convient à ton usage et tout, c'est vrai qu'une fois qu'on s'est habitué à avoir, moi je me suis par exemple habitué à avoir 2 écrans, on a du mal à s'en défaire, hein, clairement. Alors, voilà un petit instant écran. Pour terminer sur l'instant écran, oui, les prix. Vu que le rétroéclairage est plus qualitatif et que c'est un rétroéclairage plutôt haut de gamme et qu'on est sur des dalles IPS assez haut de gamme aussi, malheureusement sur le prix ça pique un peu. Le QXM en HDR 1000 avec la certification HDR 1000 est à 850 livres, donc livres en euros. Yup. Whoop. Oui, bon, ça fait 1000 € pour... ça, un petit peu... ça pique un peu. Ça pique un peu sur le prix. Et le UXP à 770 livres, donc bon, on est sur des écrans clairement très haut de gamme pour du jeu
compétitif, ça peut valoir le coup, mais bon, c'est des écrans qui sont très chers. Donc il faut avoir déjà un bon gros budget pour les écrans avec ces trois références. On continue les petites actus d'introduction avec des alimentations du côté de chez Thor, avec des nouvelles alimentations Rock Thor avec un nouveau connecteur, le PCI Express 12 volts HPWR, donc pour High Power. Alors, si jamais vous aviez raté, moi je l'avais raté cette actu, c'était début octobre, il y avait eu une rumeur sur... Enfin, il y avait eu l'arrivée d'un nouveau connecteur, l'annonce d'un nouveau connecteur. Est-ce que c'était une rumeur ou... c'est une rumeur, oui. Il y avait une rumeur combinée avec l'arrivée d'une future RTX 3090 Ti, mais on va y revenir sur Nvidia. Et dans cette rumeur-là, il y avait aussi l'arrivée d'un nouveau connecteur d'alimentation qui est évoqué. Donc ça, c'est un connecteur qui permet en fait d'avoir plus de puissance, de délivrer plus de watts comparé à du 8 pins classique. Donc d'un point de vue câble management, ça devrait être plutôt intéressant puisque ce câble, ça permet d'avoir un câble unique en fait. Donc il y a 16 broches en tout, 12 pour l'alimentation et 4 pour le signal. Et chaque broche peut supporter jusqu'à 9,2 ampères. Donc ça fait un total de 55 ampères à 12 volts, donc maximum 662 watts en puissance max, ce qui est énorme. Pour vous donner une idée, le 8 broches monte jusqu'à 150 watts actuellement, comme l'indique l'article, parfait. Ce qui est pas énorme au final avec les cartes graphiques maintenant qui consomment beaucoup, malheureusement. Bon, après, les cartes graphiques consomment beaucoup, mais les performances sont bien plus élevées qu'il y a quelques années. Mais du coup, ce nouveau connecteur devrait permettre de solutionner ça. Et là, justement, dans la foulée, donc le 28 octobre, Asus a annoncé des nouvelles alimentations avec ce connecteur-là. Donc c'est des alims plutôt haut de gamme en platinium, titanium. Donc c'est des modèles plutôt balèzes. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos sur les prix, mais il y aura un modèle 850 watts plus raisonnable, on l'espère, parce que c'est vrai que sinon ça fait des sacrés blocs d'alimentation. Le déploiement de ces blocs débuterait à partir de mi-novembre. Donc on attend de voir, avec une garantie de 10 ans. Mister Silverstar, si tu disais, je trouve les écrans dans les alimentations superflus personnellement. Perso aussi, parce que si quelqu'un veut vraiment avoir de mon point de vue, si quelqu'un veut vraiment avoir la conso de son ordi, autant acheter un wattmètre. Ça coûte pas très cher. Après, si on a un boîtier avec une ouverture sur le cache alim pour voir l'alimentation à travers, pourquoi pas. Mais j'arrive pas à voir sur les images s'ils ont corrigé le problème de placement du ventilateur. Parce qu'en gros, sur la génération précédente de Rocktor, si on voulait avoir l'écran visible côté cache alim, si le boîtier avait une ouverture cache alim, il fallait que le ventilo aspire de l'air par le haut. Ce qui est globalement pas idéal puisque dans ce cas-là, la lime va potentiellement aspirer de l'air chaud qui est à l'intérieur du boîtier. Et tu disais, Mr. Silverstar, non, tu disais, Paul Even, il y a un pare-soleil, ce sont les écrans graphistes, non, j'imagine qu'il est calibré, pour ça que ça coûte autant. Alors, il n'y avait pas de détails par rapport aux écrans AOC sur la calibration. Il y avait juste un pourcentage de l'espace de couleur, mais c'était... Ils annonçaient quoi 102% de l'espace DCI P3 et 133% pour le sRGB. Donc c'est possible que ce soit des dalles calibrées d'usine. Ça, c'est pas sûr, mais c'est possible. Mais voilà, c'est possible. C'est possible, mais il n'y a pas l'information. Si ce sont des dalles IPS assez haut de gamme, ça pourra potentiellement convenir pour de la colorimétrie. Mais à la base, moi, si j'ai bien compris, l'intérêt des caches autour des écrans, c'était potentiellement plus pour éviter les reflets. Mais bon, moi, je trouve ça pas... Je ressens pas spécialement besoin d'avoir des caches au niveau des écrans, donc c'est pas quelque chose que je trouve extrêmement utile personnellement. Hello, Ginator.
Hello à ceux qui ont rejoint ce petit récap de l'actu hardware et tech de la semaine dernière. Là, on a fait un petit peu l'introduction avec du refroidissement avec du water cooling chez AlphaCool. Overclocking.com est en anglais, 3 petits écrans assez haut de gamme du côté de chez AOC et de l'alimentation haut de gamme chez Asus qui auront le nouveau connecteur d'alimentation PCI Express 12 volts High Power. Voilà. Mais en vrai, ce connecteur-là, c'est plutôt intéressant. Et surtout que ça doit devenir un standard. Contrairement au connecteur d'NVIDIA sur les Founders, où c'est pas du tout un standard, ce qui est un peu dommage. Pour rappel, NVIDIA avait mis un connecteur aussi 12 pins, il me semble. C'était 12 pins ou il me semble que c'était 12 broches. Là, c'est un connecteur 16 broches, donc c'est encore plus. Il y a encore plus de pins. Donc encore plus on peut faire passer encore plus d'ampérage, plus de watts. Et du coup, au lieu d'avoir un connecteur propriétaire comme ce qu'a fait NVIDIA, on est sur quelque chose d'un peu plus intéressant parce que c'est un standard et du coup, ça facilite l'adoption par l'ensemble des membres, par l'ensemble du marché des fabricants de composants. Hello Mute, hello à ceux qui ont rejoint. Pour la veine, tu disais cette augmentation. Oula, c'est un gros pavé. Tu disais cette augmentation de consommation des cartes graphiques est un peu étrange. Il y a eu un creux à une époque. Les GeForce 400 et 500 consommaient un truc de taré. Puis les 600-900, c'était très mesuré. Exemple, ma GTX 670 qui consommait 170 watts à tout péter, 2 fois moins qu'une 470 alors qu'elle était bien plus performante. À partir des 1000, ça a traversé le nouveau plafond. En fait, ça dépend évidemment des processus de fabrication, de quel wattage il faut mettre pour avoir telle performance. Il y a plein de raisons qui font que on a des consommations très élevées sur les cartes graphiques maintenant. Mais là, on peut pas. Enfin, ce sont des puces qui sont vraiment énormes et en fonction des instructions aussi que vont traiter les puces, ça peut avoir une incidence sur le rapport performance consommation. On l'a bien vu avec Apple et ses puces M1, ils arrivent à avoir une partie graphique intégrée qui est très performante, mais bon, c'est une architecture totalement différente, donc c'est pas comparable. Mais en fonction de l'architecture, en fonction de la finesse de gravure, en fonction de plein de choses, la consommation va varier. Et là, actuellement, Nvidia, avec les architectures de cartes graphiques qu'ils ont, et c'est un peu pareil pour AMD, la consommation, elle est plutôt élevée, mais on a beaucoup de performance. Mais Apple arrive avec une architecture totalement différente à avoir le même niveau, voire des niveaux proches de performance. On l'a vu avec les puces M1 Pro et M1 Max. C'est très impressionnant l'efficacité énergétique qu'il y a. Mais après, il faut des logiciels aussi qui soient adaptés à ces architectures. Donc bon, voilà, c'est assez complexe comme sujet. Mais c'est pas juste une question de génération, c'est vraiment une question d'architecture, de comment sont faites les puces, comment elles sont fabriquées aussi. Utilisé pour la veine, mais bon, quoi qu'il en soit, je trouve que ce nouveau connecteur est une super idée. L'ancien est ancien. Effectivement, l'ancien, moi déjà quand j'ai commencé le hardware, il y avait déjà les 6 pins et 8 pins qu'on a actuellement. Donc là, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal d'avoir un nouveau connecteur d'alimentation. Utiliser, il faut bien s'adapter et 600 watts ça défonce, on sera bien pour un moment. Bah là, oui, le but c'est, si ça peut être quelque chose qui peut durer dans le temps, un peu comme les précédents connecteurs d'Alim, ça fera pas de mal parce que la petite problématique, c'est que dans le cas d'un upgrade, il faudra un adaptateur. Donc si on met à niveau son PC, il faudra un adaptateur. Mais pour les nouvelles machines, il faudra faire attention quand les nouvelles alimentations arriveront. Il y aura probablement une phase de transition logique, où du coup au début, on aura les deux au niveau des alims, j'imagine. Mais il faudra suivre ça d'un peu plus près. Hello, Doki, utiliser sa puce connecteur, ça voudrait dire que les prochaines cartes vont consommer encore plus. Pas forcément, ça peut aussi être juste pour être future-proof, pour être compatible avec plein de types de matériel sur le long terme. Ça ne veut pas forcément dire que ça va consommer plus. Il faudra voir. Il faudra voir les prochaines cartes graphiques avec les RTX 40 et les prochaines cartes d'AMD, quelle tendance on aura sur la consommation des cartes. Mais ça ne veut pas forcément dire que les prochaines cartes vont consommer plus. Il faut espérer, vu l'efficacité énergétique qu'a atteinte Apple, il faut espérer que AMD et Nvidia arrivent à avoir une meilleure efficacité énergétique pour éviter que les cartes consomment beaucoup. Mais ça, il faudra attendre de savoir il faudra attendre de voir ce que les marques, ce que Nvidia et AMD vont annoncer dans le futur. Mais pour l'instant, le gros problème, c'est qu'il y a toujours la pénurie de semi-conducteurs, donc les prochaines cartes, il faudra voir quoi. Mais
Mais on en reparlera tout à l'heure parce qu'on va parler d'Intel aussi. Et peut-être que Intel pourrait mettre un petit peu un coup de pied dans le tas enfin, et pourrait peut-être un peu relancer la concurrence sur les cartes graphiques et relancer la concurrence sur l'efficacité énergétique aussi. Mais voilà, on va revenir sur Intel incessamment sous peu. Hello Andariel, hello à ceux qui ont rejoint. Euh, Et pour la veine, tu disais, ok, donc pour les cartes graphiques qui se sont remis à consommer, c'est peut-être parce qu'ils ont dû sacrifier une partie économique du fonctionnement pour arriver à introduire de nouvelles fonctions et innover. Ben après, ils ont, comment dire, moi perso, ce que je pense, c'est que pour avoir plus de performance, ils ont fait des puces avec énormément de transistors très performantes qui du coup nécessitent beaucoup de wattage. Mais on peut, avec des architectures différentes, on peut potentiellement avoir une meilleure efficacité énergétique. Mais là, dans le cas des architectures de cartes graphiques comme il y a chez AMD et Nvidia, il a fallu monter sur ces générations, la consommation est restée assez élevée. Mais après, il faut toujours penser au rapport performance, au rapport performance-consommation. Et au final, même si les RTX 30, c'est pas très joyeux les consommations qu'on atteint, le rapport performance-consommation reste meilleur que les générations précédentes. Hello Vertex. Alors, on va du coup justement passer à Intel qui a lancé donc la 12e génération de processeurs officiellement. Alors on en a déjà parlé la semaine dernière, on avait fait un petit point sur les rumeurs, mais là maintenant c'est officiel, la 12e génération. Vous avez, je vais vous mettre dans le chat directement, récapitulatif des annonces d'Intel. J'écris un petit pavé. Vous avez l'article par Mister X David sur overclocking.com qui a résumé les annonces dans cet article-là. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais donc du coup pas de très très grosse surprise au niveau de la gamme. Je vais malheureusement dans l'article il manque ce petit tableau. Donc merci WCF Tech qui a publié ça. Mais du coup, au niveau de la gamme, on n'a pas de surprise puisqu'on a 6 puces, le 12900K, le 12900KF, le 12700K, le 12700KF, le 12600K et le 12600KF. Donc on a 2 i5, 2 i7, 2 i9. Le F, pour rappel, au niveau du suffixe lettres, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique intégrée. Enfin, elle est sur la puce, mais elle est désactivée. Donc, il faudra absolument une carte graphique si vous prenez une puce KF. Donc, pour l'instant, on n'a pas la gamme n'est pas complète. Ils ont annoncé comme souvent dans le hardware, ils commencent par le haut de gamme, donc avec les i9, les i7 et les i5 les plus haut de gamme. Donc on n'a pas d'i3, on n'a pas de petits i5 plus abordables. Et on va revenir sur les prix juste après, mais donc on a ces 6 références là qui ont été annoncées. Pour rappel, la grosse nouveauté, ce sont... Alors attendez, je vais essayer de vous ouvrir l'image en plus grand. Oui, ça manque un peu de pixels. Mais on a donc le process Intel 7 qui est du 10 nanomètres amélioré. On a l'architecture hybride avec donc des cœurs haute performance et des cœurs à haute efficacité énergétique, un peu comme ce qu'on a sur les puces M1 d'Apple, sur l'architecture Big Little d'ARM aussi. Ils annoncent un gain d'IPC, donc le nombre d'instructions par cycle d'horloge qui est plus élevé, et l'Intel Thread Director qui est censé qui doit améliorer l'utilisation des petits cœurs et des gros cœurs en simultané. Alors, et du coup, je reviendrai pour l'event sur la disponibilité et le prix de ces puces-là. Donc voilà, en termes de nouveautés, c'est un gros changement du côté de chez Intel. C'est une grosse innovation d'avoir cette nouvelle architecture du côté de chez Intel. Alors, on continue. Donc, là, une des grosses nouveautés aussi sur cette plateforme-là, c'est le support de la DDR5. En plus du support de la DDR4. Donc, les puces Intel de 12e génération supportent la DDR4 et la DDR5. Donc c'est plutôt impressionnant.
Et donc, on en avait parlé rapidement la semaine dernière, il y avait eu des fuites sur les cartes mères. Donc les premières cartes mères vont supporter la DDR4 et la DDR5. Et justement, par rapport à la DDR5, on a pas mal de rumeurs du coup sur les kits qui sont à venir. Du côté d'Aorus tout d'abord, avec de la RAM qui a fuité. Euh, avec un kit plutôt sympa, à vrai dire. Donc c'est très sympa. Un kit de 32 Go en 2x16 à 5200 mégabits par seconde ou méga transfert, même si les mégabits par seconde sont un petit peu plus précis. Du côté de chez Corsair, on a du coup aussi tous les fabricants qui ont annoncé leur DDR5 avec la Dominator Platinum du côté de chez Corsair. Donc voilà, on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble. Un refroidissement qui ressemble beaucoup à ce qui se faisait précédemment. Et on a des timings en 38, 38, 38, 84. Alors attention avec les timings. Les timings de la DDR5 peuvent paraître très élevés, mais en fait, les timings sont liés à la fréquence de fonctionnement des puces. Donc là, les chiffres en timing sont plus hauts, mais la fréquence des kits est plus élevée. Donc au final, la latence en pratique devrait être similaire ou meilleure à la DDR4. Il n'y a pas encore les benchmarks. J'ai pas vu passer de benchmark sur les latences de la DDR5, mais peut-être que je suis en train de me demander. Non, je suis pas sûr qu'il y avait des tests. Il y avait juste des photos parce que c'est encore sous NDA. C'est pas encore. Les testeurs n'ont pas encore le droit de publier leurs tests sur la DDR5 malheureusement. Donc on se contente des images des kits et des fréquences de fonctionnement. Donc du côté de chez XPG, on a de la RAM qui va tourner à 6000 mégatransferts par seconde ou mégabits par seconde. Euh, donc plutôt sobre et efficace, plutôt sympa. Du côté de chez XPG, alors je sais pas si ça va être commercialisé en France. XPG, de ce que j'en sais, c'était pas spécialement euh, commercialisé en France. On a aussi du côté de G-Skill des Trident Z5 en DDR5 évidemment. Perso je trouve le design super sympa. Et on a des kits qui vont monter à 6800 mégatransferts par seconde. Donc pour l'instant, on a effectivement des kits avec plus ou moins avec des débits plus ou moins élevés, mais on attend vraiment le 4 novembre où il y aura la levée du NDA. Donc le NDA, c'est l'accord de non-divulgation en français, si vous préférez. L'accord de non-divulgation saute le 4 novembre, donc il y aura les tests à ce moment-là, on y reviendra la semaine prochaine, mais pour l'instant, on ne sait pas encore si la DDR5 va avoir un intérêt par rapport à la DDR4 sur la 12e génération. Donc voilà, pour l'instant, il ne faut pas se ruer sur l'achat de la précommande de produits, il faut faire attention à ça. Il faut attendre évidemment les tests des indépendants pour se faire une idée, voir si on prend une carte mère en DDR4 ou en DDR5. Mais de mon point de vue, il faudra voir l'écart de prix et l'écart de performance. Mais pour avoir une machine qui tient le plus longtemps possible, la DDR5 pourrait prendre une carte mère qui gère la DDR5 pourrait avoir un intérêt si Intel sort beaucoup de puces sur son socket 1700. Voilà. Donc si le socket 1700 comme chez AMD dure assez longtemps, ça pourrait potentiellement être intéressant de passer à DDR5 pour pouvoir mettre à niveau le processeur dans quelques années, si on en ressent le besoin, et mettre du coup de la RAM et pouvoir garder la DDR5 qu'on aura achetée. Donc voilà, c'était un petit point sur les dernières fuites, les dernières annonces de kits en DDR5. Mais la question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce que la DDR5, ça va coûter extrêmement cher Potentiellement, oui. Alors, il y avait le 25 octobre une rumeur sur une fuite de prix, une fiche technique sur PC Componentes où on voyait un kit assez basique en 4800 MHz, 32 Go sur deux barrettes à 284 euros. Ce qui est, si on regarde rapidement, tac tac tac. Sur la mémoire, si on prend un kit similaire en 32 Go,
on va prendre un kit en... Allez, on va prendre un kit en 3006 avec 2 barrettes. Actuellement, on est plutôt en DDR4 sur des kits dans... On va peut-être pas prendre du CAS 19, mais si on prend un kit avec des latences un peu plus faibles, on va être... Il y a beaucoup de CAS 18, hein. Mais si on prend un kit HyperX Fury, par exemple, ça va être dans les 200 euros. Donc, il y a quand même un... D'après cette rumeur du 25 octobre, enfin, cette fuite de prix de fiches produits sur PC Component Test, le 25 octobre, il y avait... ça piquait déjà un petit peu, il y avait un supplément, mais après 80 euros, 85 euros de plus, c'est pas non plus exorbitant. Mais entre-temps, il y a sur LDLC en précommande les premiers kits de DDR5, donc on peut avoir les prix français chez un vendeur français pour se donner une idée. Et là, on a donc sur LDLC des kits de Crucial assez basiques qui démarrent à 170 euros. Donc c'est déjà, ça passe déjà, c'est un kit de 16 Go, hein, c'est pas un kit de 32, mais ça permet de se donner une idée. Ça reste assez cher. Pardon, j'ai dit que que ça allait mieux, mais en fait c'est des kits de 16 Go, donc au final c'est assez cher si on compare ces kits basiques. Mais si on prend des kits pardon, un peu plus haut de gamme, comme chez G-Skill, où là on est à 5200 MHz, on est à 380 euros les 32 Go. Là, ça commence à piquer sévère parce que si on compare à la DDR4, hop, la DDR4, on peut trouver, comme je disais, des kits en 16 Go, 3200 MHz, qui est un bon compromis, à 100 euros, alors qu'en DDR5, les kits de 16 Go sont plutôt à 170 et c'est un kit encore très basique. Alors évidemment, tous les kits ne sont pas encore référencés, il manque encore pas mal de références et pour les prix, il faudra suivre un petit peu comment ça évolue. Mais de ce qui est référencé pour l'instant sur LDLC et des fuites qu'on a vues, il y a quand même un supplément assez important, un surplus de prix qui est quand même présent. Forcément, c'est nouveau et les performances sont meilleures. Mais il faudra voir en fait si les processeurs de 12e génération d'Intel vont réussir à tirer parti de la DDR5 versus de la DDR4 à 3002 ou 3006. Il faudra voir. Moi, je suis très curieux le 4 novembre de voir un peu les performances de ces puces. Ok. Je suis curieux de voir les performances de ces puces avec la DDR4 ou avec la DDR5, voir quels écarts on aura. Et puis ça permettra de vous donner des conseils sur est-ce qu'on prend plutôt une carte mère en DDR4 ou plutôt en DDR5. En fonction du budget, en fonction de l'usage, il y aura, les conseils ne seront pas forcément les mêmes. Pour un budget plus limité, il faudra peut-être partir sur la DDR4 parce que sinon ça colle pas. Mais pour un budget un peu plus confortable, si ça a un intérêt, et pour être tranquille sur le long terme, la DDR5 pourrait être une carte mère qui gère la DDR5 pourrait être plus intéressante. Alors oui, j'ai vu plein de questions passer. Utiliser l'Opal, par contre, toutes les cartes mères haut de gamme jusqu'ici annoncées en DDR5. Alors, dans les fuites de référence, il y avait eu beaucoup de doubles variantes DDR4, DDR5. Il faudra voir quels modèles sont commercialisés. Alors, attends, on va jeter un petit coup d'œil. Parce qu'elles sont en précommande, voire disponibles, certaines, si je ne m'abuse. Est-ce que... Non, c'est de la précommande. DDR5, DDR... Voilà, pour l'instant, je vois beaucoup de DDR5 sur le haut de gamme, effectivement. Je me souviens plus du... C'était quoi Je vais revérifier le leak. Tac. Non. Est-ce que là, ils en parlent? Non. Moi, je vais pas retrouver le... Non, ça c'était la fuite. Je sais pas si je vais retrouver l'article. Fuite du prix. Ouais, non, j'ai pas retrouvé l'article. Parce qu'il y avait un petit tableau où en gros il y avait les SKU, donc les références qui avaient fuité, et on voyait beaucoup de DDR4 versus DDR5. Mais là, effectivement, il y a beaucoup de modèles en DDR5 qui sont référencés, surtout, en tout cas sur LDLC. Il faudra voir si... Bon, là, il y a quand même une carte à 400 € qui gère la DDR4. Mais comme je le disais avant, ça va dépendre en fait du budget et des performances. Du budget, des besoins, des performances. Parce que potentiellement, il sera plus intéressant
de partir sur la DDR5 dans certains cas et la DDR4 dans d'autres. Utiliser Polo Even par contre, mais comment je vais choisir mes barrettes? Elles sont toutes absolument sublimes. C'est vrai qu'il y a des très beaux kits, hein. Dominator, c'est pas forcément mes préférés, mais les XPG c'est plutôt joli, mais Aorus c'est sobre et plutôt efficace, je trouve. Mais en vrai, celle de. Les Trident Z5, je trouve ça euh, très sympa. Il y a plus de courbes un peu, ça fait un peu du Windows 11 avec plus d'arrondis à certains endroits. Ça reste assez agressif comme design, mais celle en full noir, très agréable. Full noir plus RGB limite pour avoir un petit côté lumineux dans son PC, pourquoi pas. Très sympa, très sympa. Alors pour l'event, tu disais que XPG c'est Adata, j'ai vu beaucoup de leurs kits de RAM vendus ici. Ah, j'ai pas fait trop gaffe à ça, moi je les ai pas trop vu passer les kits XPG. Pour l'event, tu disais c'est bien ça que le plus de constructeurs possible lancent leur kit, la concurrence fait baisser les prix, plus vite ça se démocratise, plus vite ça coûte pas cher. Clairement, et ça va peut-être mettre un peu de temps, hein, la DDR4 au lancement était aussi très chère par rapport à la DDR3. J'ai des vagues souvenirs de ça, et du coup il va effectivement falloir voir comment les prix évoluent. C'est forcément au début quand ça arrive, les prix sont plus élevés, on paye plus. Mais on peut imaginer sur une. Imaginons on fait une config assez haut de gamme, on met 16 Go de DDR5, un processeur 12e gen, bah on peut dans 5 ans, si le socket, enfin 5 ans j'exagère peut-être un petit peu, mais on va voir le support qu'il y aura sur le socket 1700, mais on peut se dire si on a besoin de plus de performance, on monte sa config maintenant en DDR5 avec 16 Go, et dans 2-3 ans on peut passer à 32 Go de manière plus abordable avec des kits potentiellement plus performants et un nouveau processeur et revendre l'ancien matos à quelqu'un d'autre parce que la DDR5 ce sera démocratisé. Enfin voilà, on peut imaginer des choses plutôt intéressantes avec la DDR5, mais évidemment ça va mettre du temps pour que les prix diminuent. Et Mute, tu disais à Mister Silverstar, attends les tests plus approfondis pour voir si tu juges le changement intéressant, c'est un upgrade qui a un coût quand même. Alors je suis d'accord, il faudra vraiment attendre le 4 novembre et les tests de performance complets. On va revenir sur les fuites en termes de performance, mais oui, pour l'instant, il y a les chiffres d'Intel qui sont à prendre avec des pincettes, parce que les conditions de test sont des fois faites pour être favorables aux puces Intel forcément, et puis les fuites sont aussi à prendre avec des pincettes parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions ça a été testé. Mister Silverstar, tu sais, les prix sont élevés pour la DDR5. Pour l'instant, oui, comme on le disait, mais ça devrait baisser au fil du temps. Bon, là, on est sur les premières barrettes en DDR5, donc forcément, les coûts de production sont plus élevés et on a donc des barrettes qui sont assez chères. Utiliser Polo Even, lancement commercial. Alors oui, là c'est en précommande les puces 12e génération d'Intel, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient leaké, comme tu dis. Mais là c'est l'officialisation en fait, c'est surtout ça. Ça permet d'avoir des infos sûres de la part d'Intel. Oui, effectivement, on peut parler de clause de non-divulgation d'Argregor pour le NDA, le Non-Disclosure Agreement. La clause de non-divulgation marche aussi, effectivement. Voilà. Moi j'avais dit quoi? L'accord de non-divulgation, oui. Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Alors, Mister Silverstar, tu disais par rapport aux cartes mères qui gèrent la DDR4 et la DDR5 que la Asus Hero n'était pas en DDR4. Ouais, comme dit, je retrouve plus le tableau des. Attends. Est-ce que je vais le retrouver le tableau? Peut-être que non. Hihi. Non. Bah, je me souviens plus de quand date l'article. Je suis pas sûr qu'on en ait parlé la semaine dernière. Ah si. Si. C'était un leak de qui? C'était le 18 octobre, hein, donc entre temps c'est à prendre avec des pincettes parce que ça c'était une rumeur.
C'était Momomo US qui a tendance à faire des plutôt bons leaks. Et du coup, qu'est-ce qu'il avait mis dans les hauts de gamme? Ouais, effectivement, chez Asus, les hauts de gamme les Maximus sont tout en DDR5 uniquement. Mais normalement, des Rockstrix, il pourrait y en avoir. Mais c'est un leak, hein, donc ça va prendre avec des pincettes. Il pourrait y en avoir en DDR4. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça va être commercialisé en Europe ou commercialisé du tout. Là, c'était des SKU en lot. Mais je sais pas si on regarde chez LDLC en carte mère Asus. Est-ce qu'ils ont par exemple les. Est-ce qu'ils ont par exemple les Strix en Z690? Ça pourrait être intéressant de voir s'il y a. Et puis de voir aussi, je sais pas si elles sont déjà référencées, mais ce serait intéressant de voir les différences de prix. Il y a quoi en DDR4? Des Asus Prime, ouais, c'est ça, de la Strix A Gaming en blanc. Oh, très joli ça. 459 euros. Wow. D'accord. À ce budget-là, on peut peut-être prendre la selle en DDR5, hein, parce que c'est la Rockstrix 690A. Ça, c'est pas exactement la même. On est à 559 euros versus 459 euros. Moi, je compare à la volée rapidement, mais un petit supplément de prix quand même hein, pour les versions DDR5. Il n'y a pas. Ouais, il n'y en a pas. Ouais, il y a pas énormément de points de comparaison. Mais là, on a la Z790F Gaming versus la A Gaming. Donc, c'est un placement de gamme similaire. On voit les cartes se ressemblent énormément. Mais la version DDR5 est 100 balles plus chère quand même. Plus le prix de la RAM en plus, ça va faire un budget. Après, évidemment, il faudra voir comment les prix évoluent et il faudra voir surtout les performances. Parce que si la DDR5 apporte réellement quelque chose avec la 12e gêne, pourquoi pas mettre 100 balles de plus dans la carte mère et 100 balles de plus dans la RAM, si on a le budget évidemment. Mais ouais, ça picote un peu. Où est-ce que j'en étais? Donc voilà, la DDR5 pique un petit peu. Pique un petit peu. On avait déjà parlé, oui, c'est vrai que la semaine dernière, on avait déjà parlé un peu des ligues de prix. Mais ce qui nous intéresse aussi, ce sont les derniers leaks de benchmark, les performances. Quelles performances de la 12e génération. Eh bien, on a une nouvelle fuite. Est-ce qu'on a des nouvelles fuites en fait? Je suis en train de. C'est pas cet article-là que je cherchais. Bim bam boum. C'était celui-ci. En gros, on a eu un leak une nouvelle fuite de rédacteur, c'était en Chine, il me semble, où en gros, ils n'ont pas respecté le NDA et du coup, il y a des performances sous Cinebench R20. Alors, faire attention parce qu'on n'est pas. Ah non, c'était dans un ordi préassemblé, donc faut voir les conditions de test. Il faut évidemment prendre ça avec des pincettes et attendre les tests des testeurs, des autres testeurs avec où on connaît mieux les conditions de test, etc. Mais ce bench-là, sous Cinebench R20, montre de la 12e génération qui a des gains de performance très importants comparé à la 11e génération. Il n'y a pas de comparaison avec des puces AMD malheureusement dans ce bench-là, mais il faudra voir le 4 novembre quand il y aura plus d'infos sur les performances. Et aussi l'autre point, du coup c'est ça, un point important aussi sur pourquoi est-ce qu'il faut prendre les chiffres d'Intel avec des pincettes, c'est que il semblerait que les tests, ça a été confirmé par un membre d'Intel, Ryan Shroud sur Twitter, les tests ont été réalisés sans le patch pour AMD parce qu'il y avait eu un souci avec Windows 11 et le cache L3 sur les processeurs Ryzen 5000 et du coup ça a impacté les performances et les tests d'Intel où ils comparent un 5950X avec le 12900K c'est sans le patch AMD donc pour régler ce souci là qu'avait AMD avec Windows 11. Alors, ce patch-là n'a pas les performances, l'impact des performances n'était pas dans tous les usages, mais ça veut quand même dire qu'il faut prendre avec des pincettes les chiffres qui ont été annoncés par Intel. Enfin, de manière générale, les chiffres annoncés par les fabricants sont à prendre avec des pincettes. Voilà. Parce qu'en fait, c'était des benches qui montraient Intel devant sur le gaming, donc il faudra voir en pratique si ça se confirme ce gain en gaming pour la 12e génération d'Intel versus les Ryzen 5000. Parce que ça va beaucoup influencer quel modèle on va conseiller. Parce que pour un usage full gaming, si Intel apporte vraiment quelque chose de
plus performant, pourquoi pas conseiller du Intel plutôt que de l'AMD. Il faudra voir évidemment les prix entre Intel et AMD en tenant compte du prix de la carte mère et de la mémoire. Donc voilà, plein de choses ça va être plein de choses à voir au moment du choix de ces composants. Il va falloir faire des live création de config pour en discuter. Alors, non, ce live n'est pas sponsorisé par Dark Gregor, n'est pas sponsorisé par LDLC Dark Gregor, je te rassure. On pourrait aller sur... Bon, en vrai, la plupart des sites francophones appartiennent au groupe LDLC, donc voilà. Moi, je prends LDLC parce que comment dire, le catalogue est très bien, est complet, et les fiches produits sont bien faites et précises. Donc, c'est... Voilà. Pas de sponsoring. Où est-ce que j'en étais dans le chat? Hello Bad doit utiliser la DDR5, il faudra aussi voir la stabilité au début. Alors, normalement, il n'y a pas de raison. Enfin, le marché de la DDR, c'est un marché assez mature de ce que je vois, de ce qui se passe. Donc, il faudra quand même surveiller. Mais bon, il y a même des améliorations. Il y a il y a de la correction d'erreurs, pas de la correction d'erreurs comme dans les kits pour serveurs, mais il y a de la correction d'erreurs sur la puce pour corriger des erreurs quand il y a de l'écriture en interne sur la puce et sur la barrette de RAM. Sabulzoid avait fait une vidéo plus détaillée si vous voulez aller plus loin. Mais il y a même eu des améliorations sur la partie stabilité, donc normalement il faudra évidemment surveiller avec les tests et avec les premiers kits, mais il n'y a pas de raison, c'est quelque chose d'assez mature le marché de la DDR. Mister Sylvester, tu disais 16 Go c'est juste en RAM maintenant. Ça dépend de l'usage. Pour du gaming pur, en vrai, ça fait là le taf et un peu de productivité. Si on fait vraiment du gros montage vidéo, oui, maintenant il faut passer à 32, clairement. Alors, pour la veine, tu disais, je crois pas en avoir entendu où j'ai raté. La DR5 fonctionne à quelle tension déjà? 1 volt, point d'interrogation, ça baisse à chaque génération. À la fois c'est bien, à la fois ça me fait dire, et oh, si elles ont besoin de courant, il faut leur en donner quand même. Non, en fait, avec l'amélioration de la finesse de gravure, les kits consomment effectivement moins. Là, un kit à 5002 mégabits par seconde chez Corsair a une tension d'1,25 volts, alors qu'habituellement la DDR4 maintenant c'est beaucoup du 1,35. Mais les premiers kits en DDR5, on le sait, mais on va regarder chez LDLC rapidement. Les premiers kits sont une tension encore plus faible, il me semble. Les kits en 4008, le standard de la DDR5, c'est le 4008, et il me semble que c'est 1,1 volt, mais je vais vérifier. Oui, c'est ça. La tension de base de la DDR5, c'est 1,1 volt à 4800 mégabits par seconde. Donc, oui. C'est plutôt bas comme comme tension. Versus la DDR4, c'était 1.2 la tension de base. Donc voilà, c'est pas non plus un écart énorme, mais il y a un écart. Boucheron. Boucheron partout. Utiliser Mister Silverstar, si la tension diminue, je pense que la consommation également, sinon grosse augmentation des courants, et augmentation en perte thermique. Non, oui, de base la DDR5 consomme moins. Après, si on monte en fréquence, c'est comme la DDR4, il faut une tension plus élevée, évidemment. Et donc oui, par rapport au prix de la DDR5 Mute, effectivement, il faut espérer que la concurrence va faire baisser ça. Hein. Clairement, pour l'instant, c'est encore un peu cher de ce que j'en ai vu. Hello Azlak, hello à ceux qui ont rejoint. J'espère que vous avez passé un bon gros week-end de 3 jours. La consommation sur la 12e génération, on va y revenir. Hein. Et non, il n'y a pas de raison de jeter ton 11700K, je te rassure, Mr. Silverstars. Il va encore faire le taf sans trop de soucis, mais là, c'est quand même intéressant de voir des bons en performance de temps en temps. Ça dépend de l'usage qu'on en a. Hein. Il y a pas mal d'usages où on n'en a pas forcément besoin de toute cette performance, mais ceux qui ont besoin d'un gros boost de performance, ils vont être contents avec cette 12e génération. Mais sinon, un 12700K, il a encore de très beaux jours devant lui, hein, clairement. Après la DDR4, Dark Gregor, tu parlais de DDR4 à 5200 MHz, enfin, c'est très rare. La DDR4, il y a des kits très haute performance, effectivement, mais c'est plus pour de l'overclocking, etc. Où là, effectivement, on monte sur des tensions qui sont très élevées, genre 1.5, 1.6.
Genre les kits qui montent à 4000, 4004 aussi, ils ont des tensions très élevées, évidemment ça consomme plus. Mais pour un usage de tous les jours, les tests de performance le montrent. Monter au-delà de 4000 MHz sur la DDR4, ça a assez peu de sens en termes de gain de perf. Hello Mathusalem, hello à ceux qui ont rejoint. Alors, on continue du coup, tranquillou, avec... est-ce que je mets là? On a parlé des performances et je vais reparler un peu rapidement des cartes mères. Parce qu'il y a il y a le prix de 8 cartes mères ASRock qui a fuité sur Amazon. Ça ressemble à du Amazon US. Et du coup, on voit des. Hein, Attends, c'est en livre ou en. Non, j'arrive pas à voir. Ah, c'est des euros, on dirait. Ça ressemble à des euros. L'image n'est pas de très bonne qualité, mais du coup, on a un leak sur les différents modèles qui sont disponibles. Et c'est des livres, et du coup, c'est très cher, évidemment. Même si on a du modèle entrée de gamme les Phantom. Enfin, c'est pas si entrée de gamme que ça, les Phantom Gaming en vrai de ASRock. Mais c'est du micro ATX. Mais on est à 213 livres, donc pour des. Ouais, c'est pas. 250 euros. Ouais. C'est un peu onéreux, mais en fait ça va être un peu ça le défi de la 12e génération, c'est que je suis curieux de voir en fait s'il va y avoir des cartes mères au bon rapport qualité-prix une fois que les tests seront dispo pour avoir pour pouvoir avoir un bon compromis de prix et de pas mettre le même prix que le processeur dans la carte mère quoi. Il faudra surveiller ça de plus près. MDR. Donc oui, par rapport au kit haute fréquence en DDR4, moi des benches que j'avais regardés, c'était pas spécialement intéressant de monter très très haut quoi. Il y a pas mal de testeurs qui font encore leurs tests avec de la 3200 MHz d'ailleurs et ça pose pas de soucis. Après c'est vraiment quand on monte sur des très grosses cartes graphiques ou des fois mettre un processeur plus puissant et mettre de la RAM haute fréquence peut servir. Mais il faut pas oublier que la RAM c'est la boîte à outils du processeur et du coup il faut que la RAM soit cohérente avec le processeur et la carte graphique que vous mettez pour avoir une belle homogénéité et avoir quelque chose d'équilibré. Mister Silverstar, il vaut mieux investir dans la carte mère ou le processeur. En vrai, ce qui va jouer sur les perfs, ça va être le processeur. La carte mère, elle est là que pour accueillir, mais avec une carte mère, l'idée de prendre une carte mère un peu plus haut de gamme, c'est aussi d'avoir des composants potentiellement de meilleure qualité dessus. Mais en fonction du processeur que tu vas mettre, il est peut-être potentiellement plus judicieux de prendre une carte mère un peu plus abordable qui a un bon rapport qualité-prix. Lopool, tu disais attention, les ASRock Z790 ont un VRM pourri, peu de phases. Ah, ça, j'avais pas vu passer. C'est Bluzoid souvent qui fait des analyses sur les phases d'alimentation qui sont très intéressantes et j'ai pas vu s'il en avait déjà fait pour le Z690. Mais ça, c'est possible. Et après, dans le chat, overclocking.com disait que, effectivement, si on veut jouer avec le PL2, et j'allais y venir sur la consommation, mais effectivement, si on veut jouer avec le mode PL2 qui permet d'avoir un wattage, d'envoyer un wattage beaucoup plus élevé à la puce, là, effectivement, il faut une phase d'alimentation qui tienne le coup. C'est pour ça qu'on voit aussi des cartes mères comme la Z190 Taichi avec 2 connecteurs 8 pins pour le processeur, parce que, ouais, il faut ce qu'il faut, quoi. Il faut ce qu'il faut. Merci du follow Nico Ronin. Alors on continue tranquillou avec aussi EVGA en termes de carte mère qui a annoncé la Z190 Dark Kingpin et Classified. Donc ça va être vraiment du ultra haut de gamme. Donc pour ceux qui veulent overclocker, ça va être évidemment hyper intéressant. Si vous overclockez pas, ça a un peu moins de sens. De prendre une carte mère aussi haut de gamme. Mais sinon, il y a la Z190 Classified qui est un petit peu un peu plus abordable, enfin qui devrait être un peu plus abordable puisqu'on n'a pas d'infos sur les prix pour l'instant. Donc avec une disposition un peu plus classique, mais c'est toujours impressionnant de voir les darks de Kingpin, où Kingpin a bossé dessus. Parce qu'il y a vraiment tout qui est pensé pour l'overclocking et elle est assez impressionnante visuellement. Moi je trouve le design plutôt sympa en vrai. On voit bien les 2 barrettes de RAM les 2 slots de RAM au lieu de 4 pour permettre du meilleur overclocking sur la mémoire. Donc
que des choses intéressantes. Alors, Lopol, tu disais, il y a quelqu'un qui a monté un joli tableau de comparaison des cartes mères et leur VRM. C'était sur Hardbot, mais j'irai le copier sur le Discord avec Locking.com. Ce sera un grand plaisir. N'hésite pas à partager ça sur le Discord. Et hello à toi, Nico Ronin, d'ailleurs. Je viens de voir ton message. Hop. Mr. Silverstar, tu demandais si le PL2 ça se change dans le BIOS. Oui, la gestion de l'alimentation du processeur se fait dans le BIOS. Dark Egor, tu demandais 5950X 4x8Go 3006 1514 3080 Ti pour mon H24, je suis bien là? Oui. Ultra bien, oui. C'est très équilibré le 3100 MHz en DDR4, ça permet vraiment d'avoir un bon rapport performance-prix. Et bonne soirée à toi Dark Egor, merci d'avoir suivi le live jusqu'ici. Alors petit instant aussi sur les cartes mères, instant ingéniosité sur les cartes mères, vraiment un truc stylé, vraiment quelque chose de stylé, William m'en parlait l'autre jour aussi. C'est Asus qui sur certaines de ses cartes mères a implémenté un bouton qui permet de relâcher le clip qui bloque la carte graphique en place au niveau du slot PCI Express. Donc excellente nouvelle, puisque vous appuyez sur un petit bouton et ça relâche et vous n'avez pas besoin d'y aller avec les doigts comme jamais ou avec un tournevis au risque de défoncer votre carte mère. Donc c'est plutôt une très bonne chose, une très très bonne chose. Et c'est une excellente nouvelle, c'est vraiment une excellente nouvelle. Il était temps que ça débarque. Parce que bon, il faut juste espérer maintenant que les autres fabricants de cartes mères s'en inspirent pour leurs propres produits. Et tu disais, mais les techs Asus ont fait sauter le lock DDR5. D'un côté, oui, d'un côté, il n'y a pas de lock, mais c'est normal, ça permet d'enlever la RAM même quand la carte graphique est installée. Utiliser mute, surtout avec les cartes graphiques 4 slots, c'est pratique, MDR. Oui, mais parce qu'en vrai, atteindre ici ce coin-là avec le doigt sur une carte mère comme celle-là, c'est très très compliqué. Alors pour terminer avec la 12e génération d'Intel, il y a l'aspect consommation qui a évidemment fait un peu débat, puisque la consommation de base des puces, je ne sais pas si j'ai gardé le tableau, voilà. Est-ce que c'est dedans? Non, c'est même pas dedans. Ah si. Processor base power et turbo power, et en fait comme on peut le voir, les wattages, donc la puissance, la consommation des puces quand elles sont en mode turbo est extrêmement élevée, surtout pour le 12900K qui a un mode turbo à 241 watts. Mais attendez, j'ai beaucoup trop d'onglets ouverts. Mais en fait en fonction des fabricants de cartes mères, il y a potentiellement des réglages les réglages d'usine de la carte mère qui vont faire que la puce va consommer beaucoup plus et elle va maintenir sa fréquence boost beaucoup plus longtemps et sortir des spécifications d'Intel. Et du coup, on a des différents modes là avec ce schéma récapitulatif, on voit les différents modes de boost au niveau du wattage pour envoyer plus de wattage pour augmenter la fréquence. Et en fait, il y a des fabricants de cartes mères, il semblerait, qui font que le mode PL2, qui devrait normalement rester 100 secondes, ça puisse rester indéfiniment avec une très haute consommation. Donc c'est ce qu'on avait déjà eu avec les précédentes puces chez Intel, des fréquences boost et des wattages boost qui restent beaucoup plus longtemps. Mais ça, c'est un réglage de carte mère, mais du coup, il faudra surveiller ça. Mais la consommation base et turbo est quand même encore assez élevé sur ces puces là. Comme dit, c'est du 10 nanomètres amélioré, mais on a des i5 à 125 watts en consommation de base hors turbo, c'est déjà c'est quand même très élevé, donc il faudra surveiller un petit peu tout ça. Allez, le pôle, tu parlais de complètement autre chose par rapport à la RAM. Tu disais, ah oui, le log voltage des kits non OC. Ok, je pensais que tu parlais, je pensais pas du tout que tu parlais de tension au niveau de la DDR5. Ok, ça j'ai pas suivi. Et donc oui, on est de nouveau, comme tu dis, pour Leven, on a le dilemme, on a le combat entre la consommation et la puissance. Après, de mon point de vue, étant donné que après ça génère aussi plus de chaleur et que c'est plus difficile à refroidir, pour un usage H24, je vois pas trop l'intérêt de débrider, enfin que les cartes mères débrident par défaut comme ça les processeurs. Il faudrait que ce soit idéalement à l'utilisateur de choisir.
et certains fabricants de cartes mères, quand tu vas dans le BIOS, ils le permettent, mais de pouvoir choisir en fait entre j'ai un gros système de refroidissement, vas-y bombarde, et je veux juste que la puce elle fonctionne d'après les recommandations d'Intel et que du coup ça consomme 125 watts sur le long terme. Donc voilà, en termes de rapport de performance-consommation, on n'est pas sur des puces M1, hein, clairement, mais il faudra surveiller un petit peu quand même au moment des tests comment les cartes mères gèrent ça. Si c'est comme la 11e génération où il y avait pas mal de fabricants de cartes mères qui mettaient un écran quand vous alliez dans le BIOS pour définir quel système de refroidissement vous aviez. Mais ça, le problème, c'est que tout le monde ne va pas dans le BIOS, donc idéalement, par défaut, il faudrait que ce soit les recommandations d'Intel qui soient appliquées par défaut, et c'est pas forcément le cas. Voilà, après on a la strat aussi de toujours favoriser la puissance, mais ça devrait être, personnellement je trouve que ça devrait être quelque chose qui est choisi par l'utilisateur, d'avoir la performance, enfin le max de performance, quoi. Ça dépend aussi des composants qu'on met. Il y a pas, toutes les configs n'ont pas forcément besoin d'avoir des fréquences boost ultra élevées. Ça dépend de la carte graphique qu'on met à côté, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'il y avait aussi comme autre article par rapport à la consommation? C'était justement le leak de performance dont on parlait avant sur Cinebench R20 par des testeurs chinois. On voit aussi que le 12900K à 241 watts au lieu de 125 permet 36% de gain de performance. J'ai envie de vous dire, encore heureux, parce qu'il y a quand même plus de 100 watts de plus en termes de conso. Mais est-ce que 120 watts de conso en plus, donc aussi 120 watts à dissiper en termes de chaleur, est-ce que ça vaut le coup de gagner que, entre guillemets, 36%? Ça va dépendre évidemment des usages, ça va dépendre des usages et ça va dépendre des besoins. Après, évidemment, c'est une fuite de données, donc ça va prendre avec des pincettes, il faudra attendre plus de chiffres pour être fixé. Voilà, donc le mode PL2 dans certains cas peut quand même faire une consommation, enfin ça fait arriver les puces sur des consommations très élevées, il faudra faire attention. Et ça va chauffer quoi aussi, hein. Donc ça, il faudra vérifier les températures, quel système de refroidissement il faut, etc. Mais bon, vu que la 11e génération, il y avait déjà des consommations très élevées, on s'y habitue un petit peu. Chez Intel, on n'est pas encore sur les PC fixes, on n'est pas encore sur des puces avec une efficacité énergétique l'efficacité énergétique qui n'est pas encore folichonne, hein. Mais il faudra voir avec le futur 7 et 5 nano, si je raconte pas de bêtises, je me souviens plus de leur roadmap. Attendez, Intel Architecture Day roadmap. Je l'ai plus en tête du tout leur roadmap sur la finesse de gravure. Il y a que des roadmaps ultra anciennes dans ce que je vois. Ish. Non. Je vais pas la retrouver. Je vais pas la retrouver malheureusement. Héhé. Non. Non, non, non. Peut-être comme ça. Je me souviens plus leur step, c'était 7, 7 plus... Non mais ça, cette roadmap est ultra vieille. Voilà, si jamais vous avez la roadmap à jour, parce que là je la trouve pas, je suis très preneur. Ah, attendez. Ça date de juillet. Mais c'était un leak. Mais Intel 7, on y est actuellement, avec le 10 nano amélioré. C'est le Enhanced Superfin. Le Intel 4, ça va être du 7 nano. En fait, ils essaient de synchro un peu avec ce que fait TSMC. Intel 3 et le 20A pour plus tard. Donc oui, ils vont passer... leur 7 nano va être badgé Intel 4. Donc voilà, c'était l'instant finesse de gravure. Donc oui, il faudra espérer qu'avec ces finesses de gravure plus faibles, c'est là où je voulais en venir, il faudra espérer que la consommation s'améliore un petit peu. Après, je suis aussi très curieux de voir l'efficacité énergétique sur PC portable de cette 12e génération, parce que pour l'instant, il n'y a pas de puce en 12e génération sur PC portable. Donc les performances, on en a parlé. Il faudra effectivement... j'ai pas terminé sur les performances, pardon. Il y a encore un autre leak qui est sorti le 26 octobre qui montre le 12600K jusqu'à 50% plus rapide que le Ryzen 5 5600X. C'était sur un benchmark CPU-Z Est-ce qu'il y a la source? C'est des tests qui ont été regroupés par WCCF Tech.
et qui montre du coup un 12600K qui s'en sort très bien. Après, comme dit, on ne sait pas si c'est avec le le mode d'alimentation PL2 débridé ou non, donc c'est à prendre avec des pincettes comme d'habitude dans les fuites de performance. Mais en multithread, on a une puce, le 12600K, qui fait mieux qu'un 11900K, donc c'est très encourageant. Après, il faudra voir dans les usages, est-ce que pour le gaming c'est intéressant ou pas. Voilà, il y a encore pas mal de questions sur les performances, mais c'est quand même plutôt encourageant. Et Mister Silverstar, ça me fait saliver ces fuites. Bah effectivement, il y a des gains assez énormes. Il semblerait que, d'après les fuites de performance qu'on a, il semblerait que les 8 cœurs, enfin que les cœurs haute performance et les cœurs à haute efficacité énergétique arrivent bien à fonctionner ensemble et que ça apporte vraiment quelque chose sur quand on a besoin d'une puissance de calcul sur plein de threads, sur le multithread, ça semble particulièrement efficace. Donc il faudra voir quand il y aura tous les tests qui seront publiés le 4 novembre, mais c'est plutôt encourageant. A plus, Lopool, merci d'être passé en tout cas. Et on reparlera la semaine prochaine évidemment d'Alder Lake, hein, je vous rassure. Alors j'ai pas vu s'ils livraient des ventirades avec leur CPU mute, mais là, sur l'article de Mister X David, qui est blablabla, avec le kit presse, ils ont pas mis de ventirade, hein, mais c'est normal, puisque, comme dit, ça tire un petit peu. Le kit presse est très joli, hein, d'ailleurs. Donc voilà pour les performances. Voilà, on a fait le tour sur la 12e génération. On en a bien parlé. C'était un bonne grosse actu de la semaine, hein. Oui, on est d'accord que c'était une plaisanterie, hein, pour les ventirades. Moi j'ai pris ça au sérieux, mais oui, on est d'accord. Il faudra prévoir du bon refroidissement quand même, hein, pour la 12e génération, mais quand il y aura les tests, les testeurs généralement testent aussi les systèmes de refroidissement avec ces puces, donc ce sera très intéressant de voir s'il faut un énorme all-in-one ou un énorme air cooling pour ces puces-là, mais après, tant qu'on débride pas ces puces avec le mode PL2 infini, ça devrait pas poser de soucis. On reste chez Intel, mais on change complètement avec des GPU ce coup-ci. Des GPU Arc Alchemist en fuite. On a plusieurs images des modèles de référence des prochaines cartes graphiques Arc Alchemist d'Intel. Donc c'est sur base de GPU XE HPG, donc High Performance Gaming, ce GPU-là avait été annoncé à l'Architecture Day en 2020 ou 2021. Je me souviens plus. Et cette image de Moore's Law is Dead montre une carte graphique design de référence, avec un design de référence Intel qui fait évidemment penser à la DG1, qui faisait vite fait penser à la DG1. Mais donc là on voit une carte beaucoup plus conséquente avec 2 ventilateurs, un PCB beaucoup plus conséquent aussi, donc on aura une puce plus performante. On a quand même du 8 plus 6 pins. Donc peut-être qu'il semblerait qu'Intel travaille sur une carte qui pourrait concurrencer des cartes graphiques assez puissantes d'NVIDIA et AMD. Donc il faudra évidemment voir une fois qu'on en saura plus. Pour l'instant, c'est au stade de rumeur, évidemment. Tu disais, Mute, d'ailleurs, les kits presse sont assez fous. On sait combien ont été envoyés? Aucune idée. Alors, SkyHT, tu parlais de ton score sur Cinebench R23, mais là, il me semble que le test que j'ai montré avant, c'était pas celui-là. C'était celui-là. Non, pas du tout. Où est-ce que j'ai mis l'article avec... attendez, je vais regarder si je retrouve le lien que je cherchais. Et non, je l'ai plus sous la main. Mais en gros, oui, il y avait un test sous Cinebench R23, mais... Ah, je sais, c'était peut-être... oui, c'est Cinebench R20. Leur test, c'était avec Cinebench R20, voilà, c'était ça que je cherchais. Avec les testeurs chinois qui ont... Je sais plus quel testeur chinois c'était, qui ont fait fuiter ces infos.
Euh, et donc oui, qu'est-ce que sur la carte graphique, bon, pas grand-chose à ajouter parce que c'est juste des leaks d'images, donc on n'apprend pas énormément de choses non plus, mais ça montre quand même une carte assez conséquente, donc il sera curieux de voir, je serais curieux de voir si ça pourra concurrencer les RTX 30 ou à minima les GTX 16. Enfin voilà, il faudra voir un petit peu comment se place Intel sur les cartes graphiques pour PC fixe, mais comme d'habitude, ce qui est cool, c'est que de la concurrence, ça fait du bien et ça va peut-être pousser un peu les autres fabricants de cartes graphiques à baisser leur prix ou à leur proposer des meilleurs rapports performance-prix. Donc c'est cool qu'il y ait un nouvel acteur dans le monde des cartes graphiques, ça fait vraiment plaisir. Paul Haven, tu disais vraiment bien sympa ces GPU Intel, j'ai surtout hâte qu'ils fassent baisser la pénurie. Bah, vu qu'ils ont leur propre usine, oui, ça va être aussi un peu un espoir sur la partie disponibilité, effectivement. Et pour l'instant, on est au stade de rumeur. Normalement, enfin, de mémoire, la plupart des leaks parlaient d'un lancement avant fin d'année, mais j'attends de voir. Euh, alors oui, effectivement, ce qu'a acheté le Thermal Velocity Boost joue beaucoup sur les performances. On passe du coup un petit peu à AMD, puisqu'on va pas parler que d'Intel ce soir non plus. On a AMD, une nouvelle info qui est tombée avec les puces Zen 3 avec le 3D V-Cache, donc avec plus de cache L3, qui ça avait été annoncé au Computex aussi. Et ben, il semblerait que ces puces-là soient entrées en production et qu'elles entrent en production le mois prochain, pardon, donc en novembre, courant novembre. On est en novembre, donc c'est ce mois-ci, et qu'on pourrait potentiellement avoir ces puces-là avec plus de cache L3 en février 2022. Donc ça va pas être une grosse révolution ces puces-là, ça serait plus une évolution de l'architecture Zen 3 avec plus de cache L3, et ça pourrait être potentiellement des Ryzen 6000. Donc ça, on attend de voir en fait comment est-ce que AMD va badger ça. Est-ce que ce seront des Ryzen 6000 ou alors des Ryzen 5000 XT? C'est la bonne question. Mais autre chose, il y a aussi le Zen 3 avec une amélioration, les puces en Zen 3 avec une amélioration du process de fabrication. Ça devrait arriver d'ici fin décembre. Donc il n'y aura pas de différence au niveau des références. Ce seront toujours les 5700X et tous les Ryzen 5000, mais le processus de fabrication s'étant amélioré, on pourra espérer un peu plus d'overclocking avec ces puces-là. Donc voilà, ça c'était la petite actu du côté de chez AMD, rien de fou, mais il faudra voir en fait comment AMD va répondre en termes de prix, comment AMD va se positionner en termes de performance et comment AMD va répondre en termes de prix suite au lancement de la 12e génération d'Intel. Donc je suis très curieux de voir ça. Euh, donc voilà, il semblerait, d'après cette rumeur, que AMD envisage de baisser ses prix sur sa gamme Zen 3, donc les Ryzen 5000, mais il faudra évidemment suivre comment, en termes de performance, de rapport performance-prix, AMD se positionne par rapport à Intel. Alors pour l'event, tu sais, si c'est vraiment fin d'année, c'est très raisonnable comme délai, j'espère. Bah, j'espère aussi du côté de chez Intel que les cartes graphiques vont arriver rapidement, parce que comme dit, la concurrence a du bon. Tu disais, bien sûr, le moment PIT est obligatoire. Oui, Pete Scarfax, qui aime beaucoup AMD, sera ravi, j'imagine, qu'il y ait un petit peu des nouveautés. Après, les nouveautés de chez AMD, là, c'est pas non plus la folie, parce que leur architecture Zen 4 n'est pas prête. Et l'architecture Zen 4, ce serait plutôt pour le quatrième trimestre 2022. Donc c'est pas pour tout de suite, malheureusement. Voilà, pour avoir de la vraie nouveauté chez AMD, ce sera pas tout de suite. Ouais. Il va falloir un peu de patience. Sky LHT, tu disais, je sais pas si je laisse le Thermal Velocity Boost et je mets moi-même une tension la plus basse possible. Mais après, c'est très galère de trouver la tension la plus basse possible, ça prend beaucoup de temps. Donc, vu que les puces Intel chauffent beaucoup avec le Thermal Velocity Boost, personnellement, je le désactiverai et de base, le boost de base d'Intel va faire son travail. Ça montera un peu moins haut, mais ça consommera et chauffera beaucoup moins aussi. Alors, il n'y a pas des grosses actus chez AMD, hein, mais il y a quand même un petit peu de nouvelles rumeurs sur les futures puces AMD EPYC en Zen 5 carrément. On n'est même plus sur Zen 4, on est sur Zen 5. Donc les puces AMD EPYC sont des puces pour serveurs. Et du coup, on avait déjà eu de la rumeur sur une puce à 128 cœurs sous architecture Zen 4 pour les serveurs.
Mais Zen 5 pourrait de nouveau doubler ce nombre et arriver à 256 cœurs, ce qui est assez impressionnant. Donc c'est du processeur de serveur, donc évidemment ça va consommer énormément, mais c'est conçu pour les serveurs, donc c'est plutôt normal. Et surtout il y aura en Zen 5 normalement, ce sera, je sais pas si ce sera du 3 nanomètres déjà ou non, dans la roadmap d'AMD, je m'en souviens plus. Oui. Zen 4 c'est du 5 nano. Mais alors Zen 5, je sais même pas si c'était déjà dans les roadmaps. Il me semble que non en fait. Mais en fonction de la finesse de gravure qui sera dispo chez TSMC, ça pourrait peut-être même déjà être du 3, puisque c'est dans les tuyaux le 3 nanomètres chez TSMC. Donc il faudra voir, mais c'est vrai que sur la finesse de gravure, je m'étais pas posé la question sur ces puces-là. Mais voilà. De rien pour les conseils, Sky LHT. Donc voilà, il y aurait plus de cœur, plus de puissance et un TDP montant jusqu'à 600 watts. Donc comme je vous disais, la consommation, un petit peu piquant, mais ce sont des puces de serveur, donc les systèmes de refroidissement qui vont avec sont installés dessus. Et c'est pas nous qui allons acheter ce genre, c'est pas les particuliers qui vont acheter ce genre de puces là. Mais tu disais c'est écrit N3 à la fin. Ah bah oui, si je disais, en plus je l'avais lu avant. Est-ce que je l'avais lu, le N3? Non, j'ai peut-être lu un peu vite l'article quand j'ai préparé. Mais tu disais oui, effectivement, gravure de chez TSMC, à savoir le N3 ou N3 Enhanced. Effectivement, j'ai plus en tête la roadmap de TSMC. Mais alors, attendez, TSMC Manufacturing Roadmap. Si j'en arrive à en trouver une qui est pas trop ancienne. Future R&D Plans. On va aller sur le site direct de TSMC, hein, c'est une bonne strat. Le 3 nanomètres en début risque de production. Alors ouais, je sais pas à quoi correspond le risque production, mais ça parle de 2021. Et le 3 nanomètres amélioré. Non, je sais pas si c'est le 3 nanomètres amélioré. C'est pas très clair sur leur site. Ouais. J'ai un doute sur ça parce que sur leur site, c'est pas extrêmement clair, à vrai dire. Hein. Attends, il y a un article d'Anantech le 18 octobre 2021 avec du coup le 3 nanomètres au premier trimestre 2023. Ok, c'est pas pour tout de suite le 3 nano. D'un côté, Zen 5, c'est pas pour tout de suite non plus. Mais Zen 5, effectivement, ça colle avec cette date-là. Puisque Zen 5, ce serait 2023, effectivement. Vu que Zen 4, ça va être, d'après les dernières infos, au 4e trimestre 2022. Donc, avant qu'il y ait Zen 5 en 3 nano, on a un peu de temps. Et le N3 Enhanced en 2024. Ok. C'est bon à savoir. 2023 selon Wikichip. Je retrouve la même info, effectivement, sur Anantech, donc on est d'accord. Ou le N3 Enhanced, disait la frite David pour les puces AMD Turin. Donc nom de code Turin pour ces processeurs de serveur. Donc oui. Curieux de voir ce que ça va donner. Après, ça voudrait dire qu'ils arriveront en 2024, mais sauf si TSMC lance la production en 3 nanomètres Enhanced plus rapidement. On va terminer avec Nvidia. Et c'est tombé aujourd'hui. Il y a des rumeurs sur... Alors, c'est assez incompréhensible, mais des rumeurs sur encore des nouvelles cartes graphiques en RTX 30, comme si on n'en avait pas déjà assez. Et du coup, qui indique que Nvidia pourrait dévoiler 3 nouvelles cartes graphiques, les 3070 Ti 16 Go, les 3080 12 Go et de la RTX 2060 12 Go pour du coup la 2060, vu qu'elle est sur un autre processus de fabrication, d'avoir une nouvelle carte, ça permettrait d'avoir une nouvelle production sur ces 3060 comme ça a déjà été le cas. Ça permettrait de limiter, d'avoir des cartes en stock tout simplement, puisque ça n'utilise pas les mêmes lignes de production. Donc voilà, ça complexifie encore plus la gamme. C'est des rumeurs, donc ça va prendre avec des pincettes. Mais il y a un super tableau récapitulatif fait par Videocards. Hop. Oula, très zoomé. Il y a des nouvelles... donc il y a un tableau récapitulatif qui a été fait par Videocards où on voit comment se positionnent ces puces. Et donc on aurait plus de Q d'accord avec la 3090 Ti, évidemment.
La 3080 12 Go, bah, ce serait 2 Go de mémoire vidéo en plus. Bon, c'était pas indispensable, hein, les 10 Go de mémoire vidéo faisaient déjà plutôt bien le taf dans la plupart des jeux. Oui, là, ça faisait très bien le taf. Et la 3070 Ti 16 Go qui rend cette gamme encore plus incohérente qu'elle ne l'est actuellement. 2072 Go aussi, hein, voilà. Je sais plus, attendez, combien. Je me souviens plus quelle était la mémoire vidéo de base de la 2060, mais il me semble que c'était 6 Go. Oui, c'est ça, 6 Go GDR6. Donc là, il voudrait, avec cette version-là, doubler. Allez savoir pourquoi. C'est assez incompréhensible. Enfin, c'est une rumeur, donc ça va prendre avec des pincettes. Mais si ça se concrétise, c'est une aberration. Enfin, de mon point de vue, ça ne fait aucun sens. Enfin, à part noyer le consommateur, je vois pas trop l'intérêt d'avoir autant de références de cartes graphiques. Ça fait aucun sens. Tu disais mute diviser pour mieux régner. Ouais, c'est. Ouais, en fait, après, j'espère qu'avec la concurrence qu'il y aura du côté d'Intel, plus peut-être AMD qui va sortir des choses en 2022, il faut espérer que la concurrence permette d'avoir quelque chose d'un peu plus cohérent chez Nvidia, quoi, parce que là, pour l'instant, c'est un peu le fouillis, leur gamme. Surtout si cette rumeur se confirme, c'est vraiment très fouillis. Euh, Et oui, le 3 nanomètres est déjà dans les tuyaux, Apollo Eleven, tout à fait. Tout à fait. Bah oui, là, il y a le 5 nanomètres qui est en full production chez TSMC, puisque les puces d'Apple sont en 5 nanomètres maintenant, donc évidemment, ils avancent sur le 3 nanomètres en parallèle. Et Mut, tu disais par rapport à cette nouvelle rumeur que ça ferait une sacrée nomenclature. Bah clairement, pour un utilisateur qui s'intéresse pas trop au hardware, de voir un tableau comme ça de carte graphique, ça donne pas très 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 envie, hein, je vais pas vous mentir. Ça donne pas envie du tout même. Euh, Et on va terminer avec, toujours chez Nvidia, cette fois-ci du côté du PC portable, car Nvidia préparerait une 3080 Ti pour les PC portables afin de contrer Intel qui serait potentiellement agressif sur PC portable avec ses puces. Intel serait potentiellement plus agressif sur ses puces pour PC portable que ses puces pour PC fixe. Alors on ne sait pas si ça va être en termes de performance ou de rapport performance-prix, ça prend avec des pincettes, mais Nvidia semblerait donc travailler sur une 3080 Ti ou une 3090M d'après Copilot 7 Kimi. Alors c'est une rumeur et c'est de la spéculation, ça prend avec des très très grosses pincettes, mais il se pourrait qu'il y ait une puce, une GA103 qui permettrait d'avoir encore une carte supplémentaire sur le mobile. Parce que là, pour l'instant, si je me souviens bien, blablabla, PC portable. On va prendre les chipsets graphiques, ça monte jusqu'à la 3080. Ça coûte combien un PC avec la 3080 d'ailleurs? Ouh! Ouais, c'est dans les 2300 euros. Donc il y aurait potentiellement du encore plus haut de gamme sur les puces de PC portable. Donc c'est la puce GA103, c'est la même puce que sur la 3070 Ti. Donc on peut imaginer qu'elle sera réadaptée pour le PC portable. Mais l'info intéressante, c'est que si Intel arrive sur le PC portable avec plus de puissance, et si Nvidia s'en inquiète, c'est très encourageant pour la concurrence et pour le fait d'avoir des meilleurs rapports performance-prix et aussi potentiellement des meilleurs rapports performance-consommation-prix. Et pour la veine, tu disais les GPU LHR qui ont eu que dalle d'effet sur la pénurie d'ailleurs. Tout à fait. Malheureusement, ça n'a pas suffi parce que la demande sur les cartes graphiques reste très forte et la pénurie sur les semi-conducteurs reste très forte aussi. C'est peut-être un bug SkyLHT que t'es 9,7 watts sur Core Temp. Regarde plutôt avec Hardware Monitor ou. Ouais, Hardware Monitor sur le wattage. Moi j'aime bien utiliser Hardware Monitor. Ça marche bien. Parce que des fois il y a un décalage de virgule, c'est peut-être 97 watts. Alors après, si t'es sur le bureau, la consommation du processeur diminue fortement. Donc dans le doute, regarde avec un autre logiciel comme Hardware Monitor. Hello Rukumaru, alors t'arrives un peu sur la fin de ce live puisque les Fast Pass c'est normalement tous les lundis de 20h à 21h30, 22h et là on a fait le tour de l'actualité de la semaine mais tu as le replay si jamais tu veux avoir un débrief de l'actu hardware de la semaine en moins de 1h30.
Mute, tu disais, ça montre aussi que la pénurie n'est pas liée au mining, pas directement en tout cas. Alors, c'est vrai que souvent, j'en parlais ici ou sur mes streams, euh, les mineurs, c'était pas la seule raison pour laquelle il y avait eu des pénuries. C'était vraiment, là, on est vraiment dans une pénurie de manière générale sur tous les semi-conducteurs et la demande est encore très forte et l'offre n'arrive pas du tout à suivre. Donc, le minage n'a pas aidé. Mais c'est pas la seule raison. Il y a les problèmes logistiques, il y a les problèmes de production. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Et voilà, comme tu disais, Mute, une forte demande, une offre limitée, c'est exactement ça. Et avec la loi de l'offre et la demande, en plus, il y a une spéculation, il y a une inflation pardon, sur les prix. Il y a évidemment, dans la chaîne de production et de commercialisation, il y en a qui se gavent évidemment, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que s'il y a moins de volume qui est vendu, une société va potentiellement devoir mettre des prix plus élevés pour avoir le même chiffre d'affaires, les mêmes entrées d'argent et rester rentable. Donc c'est ça aussi qui explique un peu les hausses de prix. En partie. Après, il y a potentiellement aussi une partie du marché enfin une partie de la chaîne de production et de vente qui se gave. Mais voilà, il ne faut pas oublier que les sociétés doivent faire doivent faire le même chiffre potentiellement avec moins de volume vendu. Et voilà. Donc là, pour l'instant, l'équilibre de l'offre et de la demande n'y est pas du tout, malheureusement. Alors, tu disais ce qu'elle a acheté sur Hardware Monitor, il t'affiche aussi 9,6 watts. Bah là, du coup, je ne sais pas, mais si tu es sur le bureau, ça peut potentiellement être normal. Tu peux essayer, comme le dit Mute, Hardware Info, oui, qui affiche aussi beaucoup d'informations. C'est une bonne idée. Eh bien écoutez, on a fait le tour de l'actualité de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des dernières questions, c'est maintenant ou jamais. Mais sinon, on va se retrouver, si tout va bien, la semaine prochaine sur overclocking.com pour un nouveau résumé de l'actu hardware et tech. N'hésitez pas à follow évidemment la chaîne Twitch pour être informé des prochains lives via les petites notifications de navigateur ou sur votre téléphone. Vous pouvez activer la cloche, ça fera toujours plaisir. Le Moubat a mis les petits liens pour suivre overclocking.com, donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens dans la description du stream aussi. J'ai extrêmement soif. En fait, parler, ça donne tellement soif. Hydratation, très important. Ouf, ça fait du bien. Voilà, vous avez tous les liens utiles dans la description. Tu disais, pour tu disais pas de problème, je vais dîner après ça me concernant. Eh bien, bon appétit d'avance. Bon appétit d'avance. Et du coup, merci à tous d'avoir suivi ce stream. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine à 20h ici pour un stream, un nouveau résumé de l'actualité en live. Tous les liens utiles sont dans la description. Attendez, bim bam boum. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir suivi jusque maintenant. Et je vous redis à la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actu. Ciao, ciao.